et bienvenue à tous dans le Journal du Canal. Bonjour Lucie. Bonjour Eva. Aujourd'hui, au sommaire de notre exceptionnel journal, nous allons aborder 7 thèmes qui, à coup sûr, vous captiveront. Dans un premier temps, nous parlerons du baccalauréat qui a lieu lors de chaque fin d'année scolaire en France. Dans un deuxième temps, nos envoyés spéciaux s'intéresseront à l'influence qu'ont les revenus sur le choix de leur alimentation. Par la suite, nous parlerons un peu sport avec les relations qu'entretiennent les membres d'une équipe entre eux. La question de la légalisation du cannabis en France sera également au programme. Et avant de conclure sur une touche humoristique à propos des clichés sur les différentes filières du baccalauréat, scientifique, économique et sociale ainsi que littéraire, nous verrons les fonctions de la monnaie. Chaque année depuis 1808, plus de 600 000 étudiants passent leur baccalauréat en France, un diplôme marquant du système éducatif français. Quelques conseils vous seront présentés afin de vous rendre aux épreuves en toute sérénité. Un reportage de Marie Riedlinger et Joséphine Deloup. Chaque année, en France, les élèves de première et de terminale se préparent pour l'examen de passage vers les études supérieures, le bac. Nous sommes aujourd'hui avec Louise, 17 ans, bachelière avec une année d'avance au bac économique et social. Elle a en effet obtenu 19,06 au bac 2014. Excusez-moi, 07. Ah pardon. Voilà. Et a également eu un excellent dossier. Nous avons aussi Julien Wurtlin, 19 ans, bachelier au bac économique et social, avec une note de 18,57. Ils vont aujourd'hui nous donner 5 conseils pour la préparation du bac en première et en terminale. Le premier conseil que je pourrais me permettre de vous donner serait d'écouter en cours, car c'est là que tout le travail se fait, au moins la moitié. Écoutez en cours, évitez de bavarder autour de vous, soyez concentrés et écoutez tout ce que dit le professeur, car il ne le dit jamais en l'air. Le deuxième conseil que je peux vous donner est de faire des fiches tous les soirs, après chacun de vos cours. Ainsi, vous minimiserez le temps de révision et vous pourrez gagner au niveau de l'examen. Troisième conseil menant à la réussite. Il faut s'y prendre à l'avance. N'attendez pas la veille à 23 h après avoir vu le problème de Secret Story pour commencer vos révisions. Il faut tous les jours travailler, faire des fiches, savoir anticiper son travail pour ne pas être prise de court. Comment réussir son examen? Il faut être organisé, avoir un bureau loin de toutes sources de divertissement telles que les téléphones, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Et pour finir, le dernier conseil, mais pas des moindres, parlez avec votre professeur. Il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, osez lui demander son avis, ce qu'il en pense, comment il pourrait vous aider, et y répondre pour vous aider dans votre cursus scolaire. Merci pour ce reportage sur le baccalauréat. Ce diplôme est un tremplin nécessaire pour la poursuite des études. Études qui permettent l'accès à l'emploi et l'emploi lui-même aux revenus qui permettent d'effectuer ses dépenses en alimentation. Nous allons donc voir à présent comment les revenus influencent les choix des consommateurs quant à leur alimentation. Un reportage de Claire Briot et de Clémentine Gatin. Qui n'a jamais entendu parler de McDonald's, KFC, Burger King ou encore Del Arte, Hippopotamus ou Buffalo Grill? Depuis 1940, où a été créé le premier fast-food aux États-Unis, ce phénomène n'a cessé d'augmenter, créant ainsi un fossé entre restauration traditionnelle et restauration rapide. Mais nous avons pu remarquer que depuis quelques années, les individus ont des différences en matière d'alimentation. Alors en quoi les revenus ont-ils une influence sur le choix de l'alimentation des consommateurs? Nous sommes en effet en mesure de dire que ces différences sont plus particulièrement de nature financière. Nous avons pu remarquer paradoxalement que moins les ménages sont aisés, plus la part de leur budget consacré à l'alimentation est élevée. Ainsi, une étude a pu démontrer que les 20% des ménages les plus modestes consacraient en 2011 19% de leur budget à l'alimentation. Tandis que pour les 20% des ménages les plus aisés, cette part n'était que de 14%. Cependant, si la part du budget diminue à mesure que les revenus augmentent, le montant consacré augmente tout de même. En effet, les Français déclarent dépenser chaque mois en moyenne 396 € pour l'alimentation, mais les différences se créent en fonction des revenus. Il est vrai que les ménages les plus aisés, de plus de 3 500 € net mensuels, débourseraient 539 € et les plus modestes, revenus de moins de 1 000 €, n'en dépenseraient que 226. Par ailleurs,
la restauration hors foyer représente une part grandissante du budget alimentaire des ménages. Il faut ainsi distinguer différents types de lieux de restauration. Les plus aisés consacrent une part beaucoup plus importante à la restauration traditionnelle, tandis que les plus modestes dépensent surtout en cantine et restauration rapide. Ces derniers déclarent préférer manger en restauration rapide et cantine dû au faible coût et à la praticité de ces lieux. De plus, 85% des principaux clients de fast-food sont de classe moyenne. Ainsi, nous avons pu démontrer que des différences sociales demeurent donc en matière d'alimentation hors foyer, mais également au niveau de l'alimentation quotidienne. Mais outre les budgets, il en va de même en moins accentué entre les PCS, professions catégories socio-professionnelles. En effet, la part de la restauration hors foyer est de 34% pour les cadres et de 22% chez les ouvriers. Cela montre à nouveau des différences sociales dans tous les domaines. Merci pour ce reportage très instructif. Et qui m'a donné faim. En parlant de nourriture, il est important de bien se nourrir pour faire du sport. En parlant de sport, au lycée épiscopal de Dillisheim, de nombreuses activités UNSS, telles que le rugby, le futsal, le basket, sont mises en place. Eh ben, la cantine, elle a intérêt d'avoir de bonnes réserves. Finalement, nous ne savons que très peu des relations qu'entretiennent les joueurs entre eux. Clémence Creff, Cécile Dexan et Natacha Martin se consacrent à ce sujet pour leur reportage. Nous sommes au lycée de Dillisheim, dans lequel se sont formées plusieurs équipes de sport ces dernières années, notamment une équipe de rugby ainsi qu'une équipe de sport-études basket. Ces équipes sont un bon moyen de lier des amitiés entre leurs membres. De quelle manière donc les équipes du lycée de Dillisheim permettent-elles ainsi à leurs membres de compléter leurs réseaux sociaux et de développer leur esprit d'équipe? Nous avons interviewé pour vous 3 jeunes rugbyman. Le rugby est un facteur de lien social en effet, parce que c'est un sport où on doit pouvoir compter sur ses camarades et savoir qu'on peut leur faire confiance. Donc pendant le match en lui-même, il faut pouvoir faire confiance et être soudés tous ensemble comme une communauté. Et après, on devient un peu comme une famille au fil des années. Et puis maintenant, nous, ça fait 3 ans déjà qu'on en fait ensemble. Enfin, moi, ça fait 3 ans, lui, ça fait plus. Et on est vraiment comme une famille, quoi, tous soudés avec de très forts contacts. À toi, Louis. C'est vrai que Jean-Yves a raison dans le sens où même dans les entraînements, c'est non seulement pour soi qu'on joue, mais c'est pour l'équipe. C'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel comme par exemple le tennis. Là, il y a la volonté de faire gagner son équipe et la volonté d'avancer avec ses camarades. C'est bien plus qu'un simple individualisme. C'est vraiment tout repose sur le collectif. C'est pas les meilleures individualités qui vont gagner, c'est vraiment sur le collectif. Mais une équipe va s'entendre et plus loin ils iront. Donc ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup de liens qui se forment au rugby, des liens d'amitié, des connaissances. On rencontre plein de joueurs et ça fait toujours plaisir d'être dans une équipe et on s'entend toujours tous pour le bien. Les sports comme le rugby ne sont donc pas seulement des groupes sportifs, mais bien de grandes familles où chacun peut compter sur l'autre. Cette activité leur a donc permis de s'ouvrir aux autres dans un sport où l'esprit d'équipe est essentiel, non seulement pour la cohésion, mais aussi pour la victoire. C'était Natacha Martin, Cécile Dexan, Clémence Creff et Guillaume Lewandowski pour le Journal du Canal. À vous les studios. En parlant de sport, les sportifs doivent avoir une bonne hygiène de vie. La consommation de cannabis leur est donc déconseillée. Il est vrai que de plus en plus la question se pose. Alors, vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis en France? Pour vous aider à répondre à cette question, un reportage de Maxime Roli, Guillaume Cornu, Louis Grand-Gladen, Florent Juste et Théophile Eretz. Dans le Colorado, État du centre des États-Unis, depuis le 1er janvier 2014, la consommation et vente de cannabis est légale. Les habitants de cet État pourront ainsi acheter jusqu'à 28 grammes de cannabis à chaque visite dans un magasin, puis le consommer chez eux. Tout comme le Colorado, d'autres pays ont également légalisé le cannabis. C'est le cas des Pays-Bas ou encore de l'Uruguay. En France, le débat de la légalisation du cannabis fait rage, depuis que le candidat à la présidentielle, François Hollande, a affirmé vouloir légaliser cette drogue sous son mandat. Légaliser le cannabis reviendrait à bouleverser les mentalités en France. En effet, fumer du cannabis serait alors considéré comme un comportement normal, alors qu'auparavant, il était considéré comme un comportement déviant, c'est-à-dire le non-respect d'une norme sociale ou juridique. La question se pose alors, faut-il légaliser oui ou non le cannabis? Pour commencer,
il est important de répondre à la question que beaucoup de personnes se posent. Qu'est-ce que le cannabis? Le cannabis est une plante originaire d'Asie. Elle peut mesurer de 1 mètre pour les plus petits plants jusqu'à plus de 6 mètres de haut pour les plus grands. Cette plante a été utilisée autrefois, mais est encore utilisée aujourd'hui dans différents domaines, tels que l'isolation thermique ou phonique, mais aussi dans la cosmétique ou encore en papeterie. Elle peut aussi avoir des effets néfastes lorsqu'elle est utilisée comme drogue ou bien des vertus thérapeutiques lorsqu'elle est utilisée en pharmacie. Pour nous en parler, nous allons retrouver notre spécialiste, Théophile Hérette. Je vais vous parler des effets du cannabis sur le corps humain. Donc le cannabis, c'est une drogue qui agit sur le cerveau et donc par conséquent sur la perception visuelle et les sens. On va prendre l'exemple d'un individu qui a consommé du cannabis et qui décide de prendre le volant. Donc cet individu, il va avoir un comportement dangereux vis-à-vis des autres individus sur la route parce qu'il va avoir des distances de sécurité modifiées et aussi il va avoir une notion de danger différente. Donc à cela, il faut ajouter que le cannabis, il va avoir des liaisons sur les organes reproducteurs. Donc on remarque le développement de cancer des testicules et des ovaires. Et pour finir, il ne faut pas oublier que le cannabis, il est plus dangereux que la cigarette parce qu'il noircit plus rapidement les poumons que la cigarette. Merci Théophile Hérette pour ces explications. Nous allons à présent nous intéresser au débat qui fait rage entre les opposants à la légalisation du cannabis et les personnes favorables à cette légalisation. Nous allons tout d'abord retrouver Maxime Rely qui s'est intéressé aux raisons qui pousseraient les pouvoirs publics à légaliser cette drogue. Puis nous nous intéresserons aux raisons qui sont opposées à cette légalisation. Pour cela, nous retrouverons Louis Cranclaten. La légalisation du cannabis fait débat. Certaines raisons pousseraient à sa légalisation. En effet, l'inefficacité de la politique répressive. Malgré son coût élevé, plus de 12% de l'activité policière et des douanes est consacrée à l'usage des drogues. La politique de répression est donc un échec. Selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, on estime à 4 millions le nombre d'usagers, dont 1,2 million d'usagers sur une base mensuelle et 550 000 sur une base quotidienne. La santé. Les partisans de la légalisation estiment que le cannabis n'est pas plus nocif que le tabac ou l'alcool. Cependant, il doit être encadré de la même manière, sachant qu'il pose un problème d'addiction. L'économie souterraine. La politique répressive a échoué. Légaliser le cannabis mettrait fin à une violence engendrée par son trafic et assécherait les économies souterraines. Cela permettrait notamment à ces réseaux de sortir de la clandestinité. Les économies budgétaires. La légalisation rapporterait entre 1 et 2 milliards d'euros par an à l'État sous forme de taxes. Et les emplois, la légalisation créerait entre 20 000 et 400 000 emplois dans la vente, mais aussi dans les campagnes publicitaires. Les raisons contre la légalisation. Tout d'abord, la santé. Selon le Premier ministre Manuel Valls, le cannabis pose d'abord une véritable preuve de santé publique, notamment pour les jeunes. Aussi sur l'efficacité, l'interdit des drogues ne doit pas être affaibli par la légalisation d'une partie d'entre elles. La loi de 2007 est efficace, à condition de l'appliquer vraiment, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a aussi des risques d'apparition d'autres substances sur le marché, bien entendu. Les criminels ne sont pas fixés sur un produit, mais sur l'argent. Si on légalise le cannabis, ils se reporteront vers des drogues dures, cocaïne et autres drogues de synthèse. Selon un site de lutte contre la drogue, les trafiquants attendent celle-ci avec impatience pour étendre leur clientèle et la rendre captive. Merci beaucoup à Maxime Rely et Louis Cranclaten pour leur intervention qui a éclairé davantage le public. Concernant le public, que pense-t-il de la légalisation du cannabis? Quels sont les ressentis des Français face à cette légalisation? Pour cela, retrouvons tout de suite Florent Juste qui va nous décrypter ces chiffres. Un récent sondage, publié en janvier 2014, 78% des Français sont opposés à la légalisation du cannabis. Alors qu'en 2011, ils étaient seulement 63%. On constate donc une importante augmentation de la part des Français opposés à ce projet de légalisation. Les raisons sont toutes simples. Pour la plupart d'entre eux, ce sont les effets qui sont un véritable problème. Et bien évidemment,
l'apparition d'une nouvelle drogue de plus en plus forte qui ne serait pas réglementée, puisque leur teneur en THC serait bien trop importante. La légalisation du cannabis est un sujet qui occupe une place très importante dans notre pays. Les avis sont très différents, même si la majorité de la population française est opposée à ce projet de loi qui autoriserait la vente et la consommation de cannabis sur notre territoire, puisque pour elle, cela ne ferait qu'empirer la consommation de substances de plus en plus fortes. La décision est à présent laissée au pouvoir public. Merci pour ce sujet. Ce commerce illégal de cannabis est la source de beaucoup d'échanges de monnaie. La monnaie qui est le moteur de l'économie. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, nous allons voir un reportage sur les fonctions de la monnaie par Amélie Carrère et Mélissa Bach. La parole est à vous. La monnaie, ça sert à quoi? Tout d'abord, la monnaie permet d'exprimer dans une même unité la valeur de tous les biens et de tous les services, alors qu'avec le troc, certains biens et services n'ont pas la même valeur. Elle permet aussi à chaque individu de vendre ce qu'il veut pour acheter ce qu'il veut. Grâce à la monnaie, on peut garder les revenus d'une vente pour en effectuer une autre. Voilà, c'est sur ce dernier sujet que s'achève notre journal. Mais pour ceux à qui nous allons manquer, et à mon avis ils sont très très nombreux, vous pouvez nous retrouver sur notre site EasySES, rubrique Journal du Canal. Alors merci à tous. Merci Eva. Merci Lucie. Nous remercions également nos rédacteurs en chef, Benjamin Fix, Arthur Bullscholz, Léa Servini, ainsi que tous nos reporters sans qui ce journal n'aurait pas été possible, nos deux caméramans Léa Velter et Mélanie Higelin, à l'éclairage Jazia Louala et Natacha Martin, ainsi que notre professeur Monsieur Boré. Au revoir. Je vais